Salut, c'est Marie-Lou. Je voulais juste faire une petite mention avant de débuter l'épisode qu'on traite de sujets sensibles dans cette entrevue. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur ce trigger warning, allez lire la description pour savoir de quoi on parle et on vous invite peut-être à y revenir quand vous allez être dans un bon état d'esprit pour ce sujet. Par contre, c'est une discussion tellement pertinente et importante, donc on espère que vous allez apprécier. Bon épisode! Donc lundi, on reçoit presque toutes et tous une petite alerte sur nos téléphones stipulant qu'il y a un tueur qui est encore en liberté dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal. Puis quelques heures plus tard, c'est confirmé, en fait, c'est un individu qui a suivi exactement le même procédé que différentes tueries. Incel, donc il a écrit un manifeste. Ce sont des hommes hétérosexuels qui souhaiteraient être en relation romantique ou sexuelle, avoir des relations romantiques ou sexuelles avec des femmes sans y parvenir. Ils considèrent ça comme un échec et du coup, ils désignent les femmes et le féminisme comme coupables. Leur idée de base, c'est que suite à l'émancipation des femmes, les hommes ont perdu accès aux femmes. Dans ce manifeste, comparé aux autres, qui étaient peut-être un petit peu plus, je dirais, violents dans les termes directs utilisés, mais un peu moins organisés, celui-ci se caractérise par le fait que justement, il y a vraiment une to-do list, un petit peu, une procédure à suivre sur comment commettre ce genre d'attaque. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô, Océane! Bonjour, allô. Bienvenue sur notre balado. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Très Ça a été apprécié. confirmé il y a moins de 24 heures. Absolument. Oui. Merci de ton temps et ta disponibilité, surtout cette semaine. J'imagine qu'il a été bombardé à droite et à gauche. Un petit peu, mais on s'y fait, ça va, Ouais. on est une bonne équipe. Et je me mets une note mentale et Juliane va mettre une petite note également pour notre monteur. On va avoir un petit trigger warning Oui. avant cet épisode. Mais je tiens tout de même à réitérer le message qu'on va parler entre autres de la fusillade qui a eu lieu la semaine dernière, là, au moment de la diffusion. Puis entre autres de mouvements antiféministes et tout. Donc, si jamais ce n'est pas pour vous, on vous suggère d'aller voir d'autres épisodes de Ouais. Le Balado. Ou de revenir quand vous allez être dans un espace et Ouais. un mindset un petit peu plus prêt pour ça. Ouais. Parce que c'est important quand même, Absolument. faut en parler. Normalement, on débute toujours nos épisodes avec des petites questions en rafale. Souvent, on te demande es-tu plus thé ou café Tu dors combien d'heures par nuit N'importe quoi. Mais là, je me disais, je sais pas, j'avais l'impression que ça se portait moins à l'épisode d'aujourd'hui. Fait que j'ai un petit peu twisté ça, plus pour faire des vrais ou faux. Parfait. On a déjà fait ça avec une médecin. Oui. Donc, tu as le choix de répondre vrai, faux ou tu pourrais dire nuancé, OK, si jamais tu es entre les deux. Parfait, j'aime ça. Je commence avec le premier vrai ou faux. Vas-y. Les incels, c'est juste des gars qui ont du mal à trouver une blonde. Nuancé. Parler des incels dans les médias, c'est toujours une bonne chose pour sensibiliser. Ça va être beaucoup de nuancé. Ça dépend comment. Les incels se considèrent comme des victimes du féminisme. Oui, absolument. Le problème incel, c'est avant tout un problème de santé mentale individuelle. Absolument pas. Interviewer un incel dans les médias, c'est une très bonne stratégie de sensibilisation. Non, c'est la pire. L'attentat de la Polytechnique en 1989 est lié à l'idéologie incel. J'aime ça, les petits vrais ou faux. Je trouve que ça met un petit peu la table pour Incroyable. le C'est tout? sujet. Moi, j'étais prête à en Mais dire je sais, j'ai failli 14 en mettre millions. plus, mais j'étais comment? Il y en a 6 quand même. C'est Bravo. plus que d'habitude. J'étais genre prochaine. OK, c'est go, bon. pareil. T'es bonne parce qu'il y avait beaucoup de nuances, là. Oui, c'est ça. On va tout nuancer dans le reste Pas de souci, je vous fais confiance. assurément. On aime de poser la question, par contre, pour celles qui ne te connaissent pas, celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui est Océane? Qui est Océane? Je suis étudiante au doctorat en communication en études féministes et je suis membre du chantier de recherche sur l'antiféminisme du RECEF. Donc, on est une petite équipe de personnes qui étudions plein de genres de phénomènes dans différentes sphères. Puis c'est ça, je me définis pas mal par mon milieu académique, surtout dans les semaines comme celle-ci. Ouais. Puis en ce moment, tu étudies surtout, si je ne me trompe pas, le mouvement des incels. Donc j'ai étudié le mouvement incel pendant 4 ans, j'ai réalisé tout un mémoire dessus, puis j'écris encore beaucoup et je fais encore quelques recherches en collaboration avec d'autres secteurs en ce moment. Mais ma thèse précisément, elle porte sur la circulation des discours antiféministes en ligne parce que je me suis rendu compte que les termes que je voyais il y a 4 ans, extrêmement marginaux, des néologismes assez étranges, sur des forums un peu obscurs, maintenant je les retrouve sur TikTok ou Instagram. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment
ça a circulé en fait, même au niveau des plateformes. Comment est-ce qu'on peut retracer le chemin? Quels sont les influenceurs, les comptes, les tendances qui ont permis de normaliser tout ça? C'est intéressant, alarmant et inquiétant à la fois de se dire que c'était, entre guillemets, sur le dark web avant et maintenant on trouve ça sur des vidéos TikTok. Ouais. Là. C'est ça. Et on parle entre autres du mouvement Incel. Aujourd'hui, je dis toujours le mouvement. Je ne sais pas si c'est comme la bonne façon de décrire ça, mais moi, j'ai entre autres ma mère qui m'a écrit à la suite là, justement des événements liés à la semaine dernière, qui était comme « Ah, le mot Incel, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. » Nous, dans notre petite chambre d'écho, je pense que c'était un mot que tout le monde connaissait, mais finalement, c'est vraiment pas tout le monde. Tu pourrais-tu nous définir exactement, là, c'est quoi Incel? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une question supplémentaire Ouais. parce qu'en effet, on est dans notre chambre d'écho. On peut pas assumer que tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Ah, en effet. C'est peut-être qu'on pourrait Ouais. mettre le contexte que pourquoi que c'est d'actualité, cet Pourquoi c'est épisode-là, d'actualité, qu'est-ce qui ouais. s'est passé, puis oui, après Mhm. ça, définir le mot. Je suis Mhm. le temps là pour faire... c'est pas tout le monde qui regarde les nouvelles. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous voulez faire la mise en contexte ou Go for On it. te laisse le faire. Ok. Vas-y. Donc lundi, on reçoit presque toutes et tous une petite alerte sur nos téléphones stipulant qu'il y a un tueur qui est encore en liberté dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal. Et ensuite, peu après, je peux parler de la façon, mon expérience personnelle. Vas-y. J'étais en train de mener ma petite vie, puis là, une journaliste m'appelle et me dit vers à peu près 16h, oui, par rapport à la fusillade de ce matin, on suspecte que c'est un incel. Par contre, la police est encore en train d'enquêter, on ne peut pas le confirmer. Donc ensuite, on est un petit peu aux aguets. Puis quelques heures plus tard, c'est confirmé. En fait, c'est un individu qui a suivi exactement le même procédé que différentes tueries. Incel, donc il a écrit un manifeste qu'il a publié, où il a transféré plutôt à la police, il me semble. Je n'ai pas encore assez d'informations là-dessus. Et à ce moment-là, il était encore un petit peu, disons, dissimulé, ce manifeste-là. Et depuis, on a du coup ce boom médiatique. On discute du phénomène parce que cet individu-là a fait quand même 15 heures de route pour commettre cette tuerie-là. Et son objectif, on pense, était d'entrer dans les bureaux de Pornhub. Et il explique aussi pourquoi dans son manifeste. Et donc, un incel, qu'est-ce que c'est? Bien, à l'origine, le terme a été créé par une femme, en réalité. Par une femme queer, même dans les années 90 à Toronto. En fait, elle était célibataire et elle souffrait de son célibat. Et elle voulait échanger sur ce sujet-là avec d'autres personnes sur des forums, comme on le fait très souvent. Sauf que, bien, dans les années 2000-2010, quand on a vu l'essor des médias sociaux, entre autres des forums, le terme a été totalement... elle a été appropriée par d'autres communautés, les incels qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, la définition peut varier, mais celle que j'utilise, celle que j'ai pu voir dans mes données, c'est que ce sont des hommes hétérosexuels qui souhaiteraient être en relation romantique ou sexuelle, avoir des relations romantiques ou sexuelles avec des femmes sans y parvenir. Ils considèrent ça comme un échec et du coup, ils désignent les femmes et le féminisme comme coupables de cet échec. C'est à peu près une définition qui englobe les ramifications de l'idéologie. Ouais. Mais eux, ils s'appellent pas des incels. Est-ce Ça qu'ils dépend. se nomment comme ça ou est-ce que c'est nous qui les nommons de cette façon-là quand on étudie leur profil? Alors ça dépend. Comme par exemple l'individu de la tuerie, lui dans son manifeste, il a fait très attention à ne pas utiliser le terme incel. Il parle de involuntary celibacy à quelques endroits, mais peut-être à 2 reprises sur 104 pages. Donc on voit qu'il y a une volonté de se distancer de la communauté. Par contre, le forum que j'étudie, alors là non, c'est presque une fierté. On a les incels, mais on a aussi les fake cels, comme ils aiment les appeler. Ce sont les personnes qui s'autoproclament incel, mais qui correspondraient un peu trop aux critères de beauté masculins pour s'appeler incel. Donc ça devient presque une fierté en fait de s'appeler incel pour certains. C'est comme ils ont trouvé ils vivent l'échec dans leur vie amoureuse, donc ils retrouvent leur communauté de d'autres personnes qui ont des échecs dans leur vie amoureuse. C'est Puis exactement ça. après ça, ils se disent, on peut se mettre une étiquette et combattre tout le monde ensemble. C'est vraiment qu'ils ça. se disent. Puis Ouais. c'est quoi exactement qu'ils reprochent aux féministes? À beaucoup de choses. Mais globalement leur idée de base, c'est que suite à l'émancipation des femmes, les hommes ont perdu accès aux femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient obligées en fait, de sortir, de fréquenter des hommes, de se marier pour avoir un logement, pour avoir un compte en banque, pour avoir toute la liberté qu'on connaît. Mais depuis les mouvements d'émancipation féministes, troisième vague, entre autres, on voit que justement, on est dans une période, puis on peut le voir aussi avec le dating et à quel point actuellement il y a des enjeux. On est dans des situations où les femmes ont quand même un peu plus de droits. Bon, il y a encore énormément de travail, on s'entend, mais elles sont plus émancipées et notamment elles ont le choix elles ont l'option de faire des choix en termes de dating. Alors qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Et donc, eux, c'est ça qu'ils reprochent au féminisme, c'est le fait d'avoir donné le choix aux femmes. Dans le fond, d'avoir donné des droits humains aux femmes.
C'est exactement ça. Oui, oui. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui pensent ça de façon très genre honnête, puis sont comme et voilà, ceci est le problème à ma vie. Là. Ah si, il y en a beaucoup en plus, malheureusement. Puis, ce manifeste-là, est-ce que toi, tu as pu le lire? Oui, j'ai eu accès au manifeste le soir même via une autre chercheuse. On avait vraiment essayé de se le transférer entre personnes qui n'allaient pas forcément le faire fuiter. Est-ce qu'il y a des chances que ça fuit justement puis que le grand public ait accès à ça, penses-tu? Alors, c'est déjà le cas. Ok. Il y a des médias, je peux le citer, Rebel News par exemple, qui ont diffusé le manifeste en mettant un watermark tout dans le fond de leur média. Donc non, il y a des médias qui le diffusent, qui n'ont pas fait par exemple n'ont pas pris la décision de ne pas le diffuser comme d'autres médias ici au Québec. Donc il est en circulation, les incels l'ont lu sur le forum, ils sont au courant, il circule abondamment maintenant. Est-ce que c'était une bonne idée de le faire circuler selon toi? C'est la pire idée. Pourquoi? Parce que dans ce manifeste, comparé aux autres, qui étaient peut-être un petit peu plus, je dirais, violents dans les termes directs utilisés, mais un peu moins organisés, celui-ci il se caractérise par le fait que justement, il y a vraiment une to-do list, un petit peu, une procédure à suivre sur comment commettre ce genre d'attaque. Et en plus, il indique avoir caché d'autres informations ailleurs. Donc il y a vraiment, je pense, un enjeu en termes de diffusion parce que on voit justement la liste des personnes à viser, des institutions, des industries à viser. Donc il y a quelque chose de plus dangereux, je dirais, particulièrement avec ce manifeste. Ouais. Ça peut donner des idées à des autres ou des pistes. Absolument. Oui, c'est ça, parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de la population qui est révoltée par ce genre d'événement-là, tandis que, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une partie de la population qui est inspirée par ce genre de mouvement-là? C'est sûr. Peut-être que pour l'instant, elle est moins vocale. Mais une crainte que j'avais, donc quand j'ai commencé à lire le manifeste, au tout début, il commence justement en discutant des enjeux de solitude masculine. Et ça vient en fait tout doucement justifier son attaque, justifier son idéologie. Et donc ça, c'est une crainte, dès que je l'ai lu, je me suis dit, ok, donc il y a un risque d'instrumentalisation de ce discours d'enjeux de santé mentale chez les hommes, qui est un véritable discours à avoir, c'est un véritable enjeu. Il faut des structures supplémentaires, mais sans instrumentaliser ça pour justifier en fait les violences envers les femmes, ce qui est parfois le cas. Puis justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup de médias, que ce soit par rapport à lui ou par rapport à Polytechnique ou n'importe quelle autre attaque qu'il y a eu contre les femmes dans le passé, qui vont dire non, mais ils vivaient justement des troubles de santé mentale ou qui vont vraiment blâmer ça là-dessus. C'est-tu le bon discours à avoir, tu sais? Non, bien sûr que non. Malheureusement, je comprends aussi parce que c'est plus simple, ça simplifie le processus. On se dit que c'est un enjeu de santé mentale, donc très simplement, on va proposer des thérapies ou des cellules de crise ou des formations. Mais l'enjeu est tellement structurel, en fait. C'est ce que je dis souvent, c'est que les enjeux, les idées qui sont véhiculées dans ces espaces radicaux, on les retrouve dans les vestiaires, dans les salles de classe, dans la bouche des politiques, dans certains médias. Donc ça normalise, en fait, tout ça. Et ultimement, certes, ce sont des communautés radicales, mais parfois, quand on regarde vraiment les idées derrière, les mythes derrière, on se rend compte que c'est pas si radical que ça, parce que c'est partout. Comme quoi, as-tu des exemples? Bien, lorsque j'ai étudié un forum spécifique Incel, j'ai réussi à identifier 10 mythes qui étaient les plus récurrents. Et donc, dans ces 10 mythes, on a par exemple le fait que les femmes propagent de fausses accusations. Donc, fausses accusations d'agression sexuelle. Ça, c'est un mythe vieux comme le monde qu'on connaît. Et ce mythe-là, en fait, il est utilisé chez les incels pour justifier l'agression sexuelle comme punition envers les femmes, justement. Sinon, il y a un autre mythe que les femmes seraient vénales, donc obsédées par l'argent. Ça aussi, on connaît les croqueuses de diamants, tout ça, un mythe vieux comme le monde, encore une fois. Et là, il va être utilisé pour un petit peu alimenter le mythe des 80-20, qui stipule que 80% des femmes sortiraient uniquement avec 20% des hommes. C'est un vieux statistique qui sort d'une application de rencontre il y a quelques années, mais statistique qui est évidemment un peu faussée parce qu'on peut lui faire dire à peu près tout. Donc ouais, j'ai analysé pas mal de mythes comme ça, et ces mythes-là, en fait, ils sont à peu près partout. Ils sont juste utilisés différemment chez les incels. Okay. Puis là, c'est pas du tout un pop quiz, là, fait que je te demande pas de réciter tous les mythes, mais t'en as-tu un ou deux autres? Moi, j'aime ça, là. Si on peut avoir la... les réciter, tu peux, mais on n'est pas en pop quiz. Oui, c'est ça. Non, oui, bien sûr. Alors, je fais le tour des mythes dans ma tête, c'est que j'ai un petit schéma.
Genre, clairement, genre, universitaire, là, j'adore, là. Tu vois ton mémoire en ce moment, là, puis t'es comme, lequel est en bleu, déjà, à droite, à gauche? C'est exactement ça. J'ai 3 Oui. couleurs parce que je les ai catégorisées en 3 choses. Donc, on a la victimisation, la déshumanisation et la diabolisation. Et dans la diabolisation, il y a juste le fait de dire, très souvent, en fait, c'était un forum anglophone, il disait que les femmes étaient evil, donc diaboliques. Et là, ça me rappelait juste, en fait, tout un petit peu le mythe des sorcières, les femmes indépendantes qui sont en lien avec le diable, diabolique. Enfin, ça me faisait tristement sourire. Donc ça revenait aussi très souvent. Par contre, il y a un mythe que j'ai uniquement vu sur ce forum chez les incels, qui est un petit peu glauque, c'est que les femmes seraient zoophiles. Ouais. Donc, zoophiles. Donc, ils ont un système de pilules aussi, la Blue Pill, la Red Pill, inspirée du film Matrix. Donc, la Red Pill serait qu'on connaîtrait la vérité, qui, selon les incels, serait que les femmes dirigent le monde plus ou moins, ou que les femmes sont superficielles et que tout le système, en fait, joue en leur faveur. Et ils ont créé une autre pilule, donc la Dog Pill, qui serait que les femmes sont zoophiles. Pourquoi ? Parce que elles aimeraient en fait le fait d'avoir le contrôle sur les animaux. Et aussi, elles seraient juste débauchées sexuellement. Donc, c'est à peu près ça. Oh my God. Ouais. Tu lis ça, tu te dis... Bien sûr. Qu'est-ce que tu te dis? Genre... Mais qu'est-ce que je me dis ? Le fait d'être chercheuse à ce moment-là, c'est vrai que ça aide parce que lorsque je lis ça, je télécharge le fil de conversation, et ensuite je le mets dans le logiciel, je surligne, je crée un code zoophilie et je le mets dans zoophilie. Et je ne pense pas plus que ça à ce moment-là. Je me dis, ça, ce sera pour plus tard. Pensais-tu devoir créer une catégorie zoophilie? Absolument pas. Non. Fait que dans le fond, si je résume bien, là, les femmes, nous sommes zoophiles dans ce système très matriarcal dans lequel nous haïssons les hommes. On veut juste leur argent. Puis qu'on veut juste on veut juste leur argent. Mais puis on est très diabolique, là, on est Satan. Ouais. Mais je comprends pas, avec tout ce que tu viens me nommer, pourquoi les incels sont encore attirants vers les femmes au bout du compte? Et là, tu mets le doigt sur une contradiction, justement, une des nombreuses contradictions de la communauté. Pourquoi est-ce que certains souhaitent encore avoir des relations avec les femmes ? En fait, mon intuition, c'est qu'ils n'aiment pas évidemment les femmes en tant que telles. Tout ce qu'ils apprécient aussi, c'est les relations sexuelles. Ils ont besoin de soutien social. Ils vont chercher chez les femmes parce qu'ils n'arrivent pas à aller le chercher au sein de leur cercle. Donc, ils voient aussi des femmes comme source de soutien émotionnel. Et ensuite, la validation des autres hommes aussi. Parce qu'ils vouent une haine sans nom au Tchad, donc aux hommes qui correspondent aux critères de beauté masculins, qui arrivent à avoir des relations facilement. Et la preuve, dans le manifeste, justement, les mâles alpha font partie aussi des personnes à abattre. Donc il y a une haine envers ces hommes qui détiennent les femmes. Donc on les voit plus comme une sorte de ressource, un objet à posséder. Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression que ce que j'ai lu à travers les médias et tout, c'est qu'il disait que dans le manifeste, il y avait peut-être certaines contradictions, tu sais, que cet homme-là était anti-féministe contre les femmes, mais après ça, s'attaquait envers des institutions qui entre guillemets, pourraient l'être, comme dont Pornhub, etc. Pourquoi il haïssait ou il en voulait autant, justement, à la pornographie? Parce que pour lui, d'après lui, la pornographie, c'est un petit peu une institution qui détient la sexualité, qui vient justement un petit peu, dématérialiser cette sexualité pour l'éloigner des hommes, pour en faire un produit à acheter. Alors dans le manifeste, il parlait aussi beaucoup de OnlyFans, puis on sait que les masculinistes aiment beaucoup parler d'OnlyFans, parce que pour eux, les créatrices de contenu sur OnlyFans sont des personnes qui sont malhonnêtes parce qu'elles préfèrent monétiser leur sexualité plutôt que de l'offrir gratuitement aux hommes. Et donc c'est un petit peu ce qu'on voyait aussi dans le manifeste en arrière-plan. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une bonne question, là, tout ça. Moi, je suis en couple avec une femme. À toutes les fois que je publie sur le sujet, toutes les femmes, il y a vraiment beaucoup de femmes qui m'écrivent que c'est leur rêve de pouvoir être avec une autre femme parce qu'elles sont plus capables des gars. Moi, je suis comme, faites juste vous dater entre vous, là. Ça, c'est si vous aimez tellement puis que vous vous reconnaissez un dans l'autre puis que vous répondez à vos besoins, pourquoi pas? Hein? C'est comme ça. Vous nous laissez tranquilles, là, quand même. Non, mais ils sont aussi très homophobes, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. On n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé, ouais. Puis, est-ce que on est dans le tort quand on dit que ce mouvement-là suit beaucoup le mouvement de la montée de la droite en ce moment, puis le retour vers les valeurs traditionnelles d'autrefois, là? Alors, en partie,
Mais pas que. Parce que certains incels, en général, je positionnerais les incels comme presque en dehors de l'échiquier politique. J'avais fait une petite enquête sur la façon dont les incels avaient réagi à l'assassinat de Charlie Kirk. Et mon intuition à la base me disait que ils allaient être attristés, ils allaient se sentir ciblés, parce qu'on se rappelle, Kirk n'était pas le plus grand féministe que la planète ait jamais porté. Mais en réalité, beaucoup se réjouissaient de son assassinat. Parce que pour eux, Kirk était un Tchad. C'était un homme qui avait de l'argent, du pouvoir, une femme, donc du capital social, économique. Et du coup, il faisait partie des autres. Et dans ce nous versus les autres, il y a vraiment une sorte de mur assez opaque. Donc pour moi, il se situe quand même pas mal en dehors de l'échiquier politique. Et comme on l'a vu aussi avec le manifeste, il se prétend être de gauche. Bon, après, c'est très discutable et je ne suis pas politologue, donc je m'y connais relativement peu. Mais il essaie de s'inspirer d'un pseudo-marxisme pour proposer une idée où les femmes seraient vues comme des ressources qui seraient distribuées de façon égale auprès des hommes. Donc c'est son interprétation du marxisme. C'est vraiment intéressant parce que ça démystifie vraiment le concept et je n'ai pas bien utilisé le terme incel comme auparavant. Dans le sens que j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé en disant les incels, ils consomment le contenu masculiniste, tu sais, qui sont comme reliés à Andrew Tate parce qu'au final, c'est 2 groupes de personnes qui détestent les femmes. Mais non, en fait, c'est ça, c'est vraiment une catégorie à part. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils haïssent tout ce qui leur prive des femmes. C'est exactement ça. C'est un bon résumé. J'aurais les pu femmes juste mettre ça. Ouais. Les femmes elles-mêmes et les hommes qui possèdent, entre guillemets, les femmes. Ouais. Oui, c'est ça. Et la différence avec le tueur justement de lundi, c'est que lui ne voulait pas viser des femmes parce qu'il les considère comme des ressources. Alors que lorsqu'on regarde d'autres attentats, comme celui de 2014 à Isla Vista en Californie, on voit que lui, à la base, voulait entrer dans une maison de sororité. Donc il voulait directement viser les femmes de par la haine qu'il avait envers elles. Donc il y a différentes approches, mais le noyau idéologique est le même. On prend juste une petite pause de l'épisode d'aujourd'hui pour que je te parle de ma compagnie qui est Oli Éducation. Je sais pas pour toi comment était ton éducation à la sexualité quand tu étais jeune, mais en tout cas, moi, j'avais quelques lacunes et c'est pourquoi j'ai décidé de mieux outiller les parents d'aujourd'hui pour nos futurs citoyens de demain. Donc, Oli Éducation, ça s'adresse aux parents, aux adultes de confiance, comme on aime les appeler, aux intervenants et aux enseignants qui souhaitent être plus confiants pour parler d'éducation à la sexualité avec les enfants et les adolescents. Concrètement, c'est quoi? C'est une plateforme qui est disponible en ligne avec plus de 50 vidéos faites par des sexologues qui passent au travers du développement psychosexuel, social et affectif des enfants de 0 à 12 ans. Ensuite, on a aussi une clinique de sexologie avec une superbe équipe de sexologues qui sont disponibles en virtuel et en présentiel. Et finalement, on offre des ateliers dans les écoles, de la formation dans les milieux professionnels ainsi que des conférences. Donc, si jamais ça vous tente de parler de sexualité plus facilement avec vos jeunes, allez sur olieducation.com. Le lien est dans la description avec peut-être un petit code promo. Sur ce, on retourne à l'épisode. OK, c'est vraiment intéressant. Puis justement, ça l'explique. J'en ai pas. Tu sais, la journée que c'est arrivé, justement, moi, j'étais à la clinique avec des patientes et tout. Puis il y en a qui me disaient, mais je comprends pas pourquoi c'est des hommes qui sont décédés, entre autres, comme parce qu'il y a eu 3 victimes, un policier, un civil et, s'il vous plaît, complétez ma phrase ici. Le tueur en tant que tel, mais il y a eu une policière, excuse-moi, il y a une policière qui a été atteinte, mais qui n'est pas décédée. Oui, c'est ça, c'est oui, ça. absolument. Parfait. Mais c'est ça, plein de gens ne comprenaient pas vraiment pourquoi c'était des hommes qui avaient été tués, mais ça répond bien à la question au final. Là. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de mythes incel qu'on retrouve dans la culture populaire, les relations amoureuses, les dynamiques de couple, sans que personne le nomme? Mais je pense que ça a peut-être déjà été nommé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étudient ces dynamiques déjà et qui en parlent peut-être mieux que moi. Mais ça a été nommé dans nos chambres d'écho. C'est vrai. Mais pas au grand public. C'est un très bon point. Au final, on a vraiment de tous les types de personnes qui écoutent le balado, y compris des gens qui découvrent ce genre de... C'est vrai. Ouais, ce moment-là. Donc des mythes qui sont un petit peu véhiculés au sein du monde du dating. Mon Dieu, je dirais qu'il y en a quand même beaucoup. C'est assez ambivalent, je dirais, parce que à la fois on a l'impression qu'on reste dans le mythe des femmes qui essayent de s'engager un petit peu trop vite, sauf que on voit que maintenant c'est un petit peu différent. Mais le mythe des femmes vénales, un petit peu superficielles, qui veulent toujours dater quelqu'un au-dessus d'elles dans la hiérarchie sociale, ça, je dirais que ça reste assez prévalent. Oui.
dans un des articles, puis là, je cite, là, Mhm. OK? Dans un des articles auxquels tu as contribué dans la presse, tu as dit que les médias offrent souvent, sans s'en rendre compte, une tribune privilégiée à des idées susceptibles de causer de graves dommages. Puis tu disais, c'est pourquoi faut parler d'incels sans leur tendre le micro. Pourquoi faut pas leur tendre le micro? Pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui est dommageable dans tout ça en ce moment, là? Déjà, la publicité. Je pense spécifiquement à un cas, donc il y a eu une tentative d'attentat incel en France en juillet dernier, qui avait été évitée, bien heureusement. Mais Ah oui, suite elle a à été ça, évitée. elle a été évitée. Ouais. De quelle façon? Alors, Excuse-moi, je t'ai coupé. non, pas de souci. Il faudrait que je me renseigne sur de quelle façon exactement, mais je pense que le jeune homme en question avait publié des messages sur les médias sociaux stipulant qu'il allait commettre un attentat, qu'il allait tuer une jeune fille. Il avait un couteau la jeune fille l'avait rejeté il y a quelques jours, semaines auparavant, et il avait un couteau justement pour ce faire. Et donc, ils ont pu l'arrêter à temps, justement. Et le traitement médiatique suite à ça a été, et je pèse mes mots, abominable. On a eu vraiment les expressions « Oh, il a 18 ans, il est maigrichon, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il soit maigrichon ?» Avec tous les adjectifs un petit peu pour l'infantiliser. On se rappelle que c'est donc une personne majeure. 18 ans, certes, c'est jeune, mais c'est assez âgé pour se rendre compte de ce qu'on fait. Et ultimement, à un moment donné, une des plus grandes chaînes européennes, au lieu de discuter du sujet, d'expliquer le phénomène comme il se doit. Ils ont fait appel à un influenceur masculiniste et ils ont diffusé une de ses entrevues avec son nom complet, justement. Et dans l'entrevue, en fait, il n'y a absolument pas eu de contre-discours. Il a juste exposé ses idées et il a dit dans son discours que lui cherchait à recruter, il voulait que de jeunes garçons s'identifient à ce qu'il dit, à ses idées. Ils ont fait une pub gratuite. Ils là. ont fait une Ouais. pub gratuite, Mhm. c'est ça, au journal à très grande audience. Donc c'est là où, en fait, c'est juste après avoir vu ça que j'ai écrit la lettre. J'ai pas réussi à dormir, je l'ai écrit d'une traite, justement parce que je trouvais ça mais ridicule. Mhm. C'est ça fait pas de sens. Tu sais, tu donnes. C'est comme tu dis, on dirait d'une part, on vient très infantiliser. Infantiliser ces personnes-là, justement. Ah, il était jeune, il était maigrichon, il savait pas vraiment ce qu'il faisait, il était juste fâché, gna, gna, gna. On va prendre un masculiniste pour, on va dire, d'expliquer tout ça à la télévision. Voyons donc. C'est comme Ouais. si quelqu'un tue quelqu'un, on va pas dire que c'est parce qu'il était jeune puis qu'il était mince, puis on va emmener un tueur en série à LCN en parler, là. Mais c'est parce que c'est pas arrivé. Tu sais, on commence à avoir le pattern aussi que quand ça arrive pas, on va justifier un peu les actes qui ne sont pas arrivés. Quand que ça arrive, là, c'est comme trop tard. Ouais. Mais on n'agit pas, en amont. Là, puis au final, puis je pense que c'est un pattern quand même souvent là, que ça arrive qu'ils le disent d'avance. Là, Oui. qu'ils vont faire ça. Là. Ils Oui. l'annoncent. Très souvent. Mais je pense que le tueur de Toronto aussi, il avait annoncé sur Facebook avant. Donc c'est évident, oui. Après, je comprends que c'est compliqué de faire de la surveillance en ligne. Il y a tellement d'individus, tellement de messages, tellement de forums. Donc ça, c'est une tâche qui est monstre, mais maintenant, c'est devenu nécessaire. Peut-être avec l'intelligence artificielle qui pourrait utiliser ça à bon escient. Je m'y connais pas assez. Je reste prudente sur l'IA, en toute transparence. Tu as dit que l'erreur serait de passer sous silence la violence antiféministe et misogyne au cœur de la tuerie. Pour les personnes qui n'ont pas vu ces idéologies au cœur de la tuerie, peux-tu nous expliquer tes pensées? Oui, alors je pense beaucoup à l'ouvrage de Mélissa Blake qui a été écrit suite à la tuerie de Polytechnique, notamment. Et dans son ouvrage, elle explique très très bien que à ce moment-là, au lieu de nommer directement la nature antiféministe de la tuerie, beaucoup ont un petit peu déplacé la conversation sur les armes à feu. Et sur le fait que voilà, l'enjeu, c'est les armes à feu et que si on arrête la circulation des armes à feu au Canada, eh bien, il n'y aura plus de tuerie antiféministe. Ouais. Sauf que la tuerie, il me semble, une autre à Toronto en 2020, a eu lieu avec une arme blanche. Donc en réalité, on voit bien que les armes à feu, qu'elles soient là ou pas, bon certes, on tue plus de personnes et oui, il faut limiter la circulation des armes à feu, hein, évidemment, mais en réalité, la misogynie derrière, elle reste là. Donc oui, c'est vraiment quand même un enjeu de nommer que c'est la misogynie qui permet aussi ces tueries-là. Et les armes à feu sont un outil qui les facilite et qui multiplie la quantité de victimes. Mais ultimement, même sans armes à feu, ces tueries-là ont lieu, juste différemment. Même la voiture bélier en 2018, on s'en rappelle aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ce qu'on peut faire. Ouais, c'est une très Hey, bonne nous, question. Océane, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société? En Ce tant que balado. société. Ouais, Entre autres. Non, c'est ça, ça fait partie aussi du travail de sensibilisation qui est une petite section de tout ce qu'il faut mettre en place. Vu que le problème est profondément systémique, il faut une réponse qui soit aussi au sein du système qui soit systémique. Et donc par là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut une collaboration. Donc moi, avec mes connaissances en recherche, j'ai vraiment une toute petite vision, une toute petite fenêtre. Par exemple, je ne suis pas dans les salles de classe. J'ai eu des enseignants qui m'ont écrit cette semaine, qui m'ont dit non mais écoutez, moi j'entends ce que vous dites à la télévision, je vois dans mes classes, ça fait totalement écho à ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il faut les outiller, ces professeurs, parce qu'ils et elles ont déjà tellement de choses à faire en ce moment. Ils vont pas en plus devoir gérer une montée de discours misogynes, extrémistes, radicaux, entre autres. Donc essayer de les outiller, puis ensuite les familles aussi, et la santé publique. Donc là, c'est aux décideurs politiques et aux services gouvernementaux de nous outiller, d'avoir plus de systèmes d'aide à la santé mentale aussi en place, parce qu'il y a des enjeux aussi par rapport à ça pour passer à l'acte, c'est sûr et certain. Donc ça va devoir venir de multiples sphères, c'est sûr et certain. On dit demain qu'on te donne 5 millions, puis on te met dans le gouvernement pour mettre en place des choses concrètes, là. Ça serait quoi que tu ferais? T'sais, on parle, oui, des ressources en santé mentale. Bon, je pense peut-être à des psychologues, des psychothérapeutes qui seraient peut-être plus accessibles, etc. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce que tu partirais demain? Qu'est-ce que je partirais demain? Fou, ça me fait rêver, c'est une bonne question. Déjà, un système, un cursus qui serait intégré dans la scolarité au Québec, justement, dès le plus jeune âge, pour sensibiliser par rapport à éduquer, par rapport aux égalités de genre, par rapport à l'acceptation d'autrui. Donc je sais que c'est déjà un petit peu en place. Moi, je fais partie de Gris Montréal, l'association. Oui. Donc on va quand même dans les classes, justement, pour essayer de parler de ce genre de parler de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, pour essayer de démystifier tout ça. Puis c'est quand même chouette qu'on puisse le faire ici, parce que c'est pas permis dans tous les pays. Mais il faudrait beaucoup plus de ça. Et justement, on le voit dans les écoles, on le voit dans les réponses des élèves à ce moment-là, il y a un besoin. Et on a vu dans un rapport justement de Gris Montréal qu'il y a un recul d'acceptation, de tolérance. Donc c'est d'autant plus nécessaire d'aller dans les écoles à ce moment-là. Donc une bonne partie du budget serait pour ça. Et ensuite, notamment, oui, en santé mentale, 100%, en amont, avant qu'il y ait des enjeux, peut-être en prévention. Mais aussi, tout bonnement, pourquoi est-ce qu'on a des enjeux de santé mentale? C'est parce qu'on est dans une époque d'incertitude politique, économique extrême, surtout les plus jeunes générations qui perdent un petit peu espoir. On est face à des questionnements extrêmement complexes, du coup ils cherchent des réponses simples, et les masculinistes en offrent. Donc c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Donc il faudrait en fait un changement avec beaucoup plus que 5 millions, malheureusement, pour aider en termes d'incertitude économique. Le portefeuille était trop petit. Puis je suis 100% d'accord. J'ai une entreprise en éducation à la sexualité, puis c'est ça auprès des jeunes. Là, on est vraiment dans les écoles avec Oli. Puis j'adore faire ce travail-là. J'adore pouvoir faire ça en amont. Mais la génération qui est déjà là, c'est pas la future génération de futurs citoyens. Oui, ces jeunes-là peuvent grandir avec de l'éducation qui est différente, puis changer les choses pour le futur. Mais je me demande si c'est cause perdue pour tous les adultes déjà sur Terre, là, en ce moment, qui vont être là jusqu'à 98 ans. Là. Ils sont là longtemps encore. Là. C'est une bonne question. Non, c'est jamais cause perdue. Je pense que ça va être compliqué, mais j'ai espoir quand même, s'il y a vraiment un changement de masse culturelle, mais aussi ce qui est un petit peu contre-intuitif et ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est garder la main tendue et d'avoir des dialogues. Puis là, on sait que bon, les femmes de notre société font déjà énormément de travail, d'explication, de sensibilisation, de care en général, donc on n'a pas forcément envie de le faire, et je comprends bien. C'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir aussi davantage d'hommes alliés qui proposent du contenu, qui proposent de se joindre aussi à la cause, puis de le faire bien, on s'entend, en collaboration avec des femmes qui travaillent sur ces enjeux depuis longtemps aussi. Donc ce serait un travail collaboratif, encore une fois. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marie-Lou. On dirait que en ce moment, on est beaucoup en mode quand ça va être nos enfants, puis quand la nouvelle génération qui va arriver, mais c'est un peu en mode qu'est-ce qu'on fait avec la génération actuelle où on voit ce recul-là. Puis si je me trompe pas, c'est entre autres ce qui était véhiculé en partie, j'imagine, là, dans la série Adolescence. Adolescence. Puis, si je me souviens bien, tu avais pris position un peu là-dessus. Tu t'étais exprimé à travers
cette série-là, là, est-ce que quand tu l'as écoutée, tu as été surprise de ce que tu voyais? Alors, j'ai été surprise qu'à un moment donné, dans la série, je pense que c'est dans un des premiers épisodes, on voit un personnage qui parle un petit peu de la manosphère très rapidement en expliquant justement l'arrêt des 80-20. Donc on voit que c'est 30 secondes sur toute la série et c'est supposé servir de motif pour la tuerie. Donc en creusant un peu, en fait, le réalisateur n'avait aucune idée de quel motif il allait choisir pour la tuerie. Son objectif, c'était de parler juste d'un petit garçon d'un adolescent qui tue une adolescente. Et c'est une de ses collègues qui lui a dit « Eh ben tiens, tu devrais t'intéresser à la manosphère. Et ça pourrait être ton motif. » Et donc c'est pour ça qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup dans la série et qu'une personne qui ne s'y connaît pas sur la manosphère ne va pas s'y connaître davantage après l'avoir vue. C'est que c'est pas une série sur la manosphère ou sur le masculinisme, c'est sur une tuerie. Et c'est sur justement le tueur en tant que tel, cet adolescent-là. On n'en parle presque pas de la victime aussi. Donc c'est pas la bonne série pour l'éducation. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Fait que, si je comprends bien, l'idée là, de cette série-là, quand ce réalisateur-là a décidé de créer Adolescence, il n'était pas en mode genre on va traduire ce qui se passe en ce moment dans la société par rapport aux incels ou le masculinisme, lui, était comme on va faire quelque chose de tuerie, puis parfait, on va rajouter ça dedans. C'est exactement ça. Fait que nous, on l'a vu totalement de genre waouh, quel génie de traduire ça, mais c'était pas exactement ses intentions. C'est pas vraiment différent d'un documentaire sur Ted Bundy. Là. C'est dans la tête d'un tueur, mais dans ce cas-ci, ce qui choque, c'est que c'est un tueur qu'on s'attend pas à ce que ça soit, là, parce que c'est un jeune, puis que c'était dissimulé. Oui, puis c'est une prouesse aussi cinématographique, c'est pour ça que ça a fonctionné, vu que c'est en plan séquence, que les acteurs sont très bons, c'est une chouette série, mais je la trouve très sensationnaliste lorsqu'on essaye un petit peu de parler de ce genre de phénomène. Je comprends parce que ce sont des choses qui sont déjà un petit peu intenses, puis c'est facile de le rendre un peu plus accrocheur, sensationnaliste, mais justement, il y a déjà tellement d'intensité, pas besoin de rajouter autant de ça. Puis justement, en lien avec ça, tu soulignais dans un article où, comme je t'ai dit, je t'ai stalké de fond en comble. C'était-tu un article, c'était-tu un reel? J'en ai aucune idée. Que tu disais qu'il y avait des jeunes garçons qui pouvaient justement adhérer à l'idéologie d'Incel sans nécessairement le savoir. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quoi adhérer à cette idéologie-là sans même le savoir? Ah oui, c'est une bonne question. C'est que donc il y a l'idéologie, il y a les individus qui sont fiers d'y adhérer, qui sont fiers de s'appeler incel. Mais maintenant, comme je disais, elle a vraiment migré de ces espaces radicaux, de ces espaces un petit peu marginaux à TikTok, Instagram et aux plateformes mainstream. Donc là, en fait, ce que j'ai pu voir, par exemple, le looksmaxing, dont on a beaucoup parlé récemment, c'est une invention 100% incel. À la base, ça venait d'un forum aussi, looksmaxing.org, qui était une sorte de sous-forum qui avait été créé par les incels, parce que le looksmaxing, c'est justement une façon de ascend, qui est aussi un terme incel, ils ont tout leur propre lexique. Ascend, s'élever, c'est en fait une façon d'accéder au statut de Chad, de pouvoir changer son physique pour avoir plus de succès avec les femmes. Et donc le looksmaxing, on a vu qu'il y a eu un boom par rapport à ça, avec tout un tas d'influenceurs qui sont apparus, avec tout un tas de méthodes. Et donc beaucoup ont commencé à adhérer par exemple à la pensée du looksmaxing, de vouloir favoriser ses chances avec les femmes en augmentant disons son attractivité physique selon des critères arbitraires. Et par exemple sur TikTok, quand on regardait looksmaxing, très rapidement on arrivait sur des TikTok qui portaient sur la black pill, qui est l'idéologie incel, la pilule noire la plus radicale, la plus nihiliste et déterministe. Donc c'est ça que je veux dire, ils y adhèrent sans le savoir à travers ça. OK, je pense que j'ai besoin d'un moment à définition. Là, OK? Fait que là, attends, parce qu'on est rendu avec beaucoup de pilules. Je pense que j'ai pas saisi exactement c'était quoi le looksmaxing, si je le prononce bien. Looksmaxing. C'est genre de max d'augmenter son apparence physique. C'est ça. Genre, comment tu l'écris? C'est qu'eux, ils voient ça comme un niveau, là, comme un jeu vidéo. Là. C'est looks, genre L-O-O-K-S, maxing. Maxing, OK. Ouais, fait que, OK, attends, peux-tu me définir qu'est-ce que looksmaxing? Le looksmaxing, c'est le processus selon lequel on essaye d'augmenter son attractivité physique. En tant qu'homme? Il y a du looksmaxing féminin maintenant, mais c'est très marginal. Et à l'époque, c'était vraiment pour les hommes, pour pouvoir augmenter ses chances avec les femmes et avoir un meilleur statut social. Pour être... Je suis ma syntaxe va peut-être pas être bonne, mais pour être plus en mode Chad. Absolument. Chad qui est comme notre but si on est un incel. C'est exactement ça, ouais.
notre but, mais en même temps, encore une fois, il y a une autre contradiction. En même temps, ils veulent être Chad, mais en même temps, ils les haïssent. Parce qu'ils sont pas capables de À moins Ils qu'ils sont pas deviennent des capables. fake cells. Exact. Les fake cells, ça veut dire qu'ils étaient déjà trop beaux à la base OK. pour être incel. OK, ils n'ont pas fait le look maxing. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas besoin. Si c'est des fake Ouais. cells, c'est que du coup... OK. Ou alors, s'ils n'étaient pas vierges aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont fake cells parce qu'ils s'appelaient incel, mais ils sont pas vierges. Donc, Il faut faut être pas être vierge. un incel si t'es pas vierge. ça dépend des forums. Ça Mm. dépend des espaces. Ouais. Puis là, nos 3 pilules, on a la rouge, la bleue puis la noire. Je me suis trompée? Ouais, ils en ont créé pas mal d'autres, mais c'est les principales. Mais quand ils disent pilule, je me sens complètement stupide. Je suis genre, attends, ça, on dirait qu'on démystifie un vocabulaire elfique, là. Mais c'est exactement ça. Mais j'ai dû c'est faire une sorte de lexique à la fin de mon mémoire, justement, pour aider à comprendre. Et pas mal de chercheuses sur les incels font ça. Il faut un lexique, ouais. OK, fait que là, bon, la pilule noire, c'est... Ouais. Alors la Black Pill, donc c'est donc inspiré de Matrix, ils en ont créé une autre, et c'est la pilule la plus, disons, intense, dans le sens où quand on prend la Black Pill, c'est le fait de partir du principe que toute notre existence se base sur notre apparence, notre statut social et notre revenu, et que ça ne va jamais changer, c'est immuable, donc autant se suicider. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un taux de suicide extrêmement élevé chez les incels. Donc oui, tout est lié en fait. Mais la Black Pill, c'est vraiment c'est la base de l'idéologie parce que c'est de là que part en fait les mythes les plus véhiculés. La bleue. La bleue, donc ça c'est directement dans le film Matrix, c'est le fait de décider de rester ignorant vis-à-vis de ce que serait la réalité. Contrairement à la rouge, qui est l'inverse. De tout savoir. C'est ça. De tout savoir. C'est ça. Puis là, je me dis, si moi j'ai ces questions-là, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui Absolument. nous écoutent aussi, là. Mais là, quand on dit la pilule, c'est parce qu'il n'y a pas de pilule matérielle là, qui Non. existe. Là. Eux sont juste... C'est la métaphore de prendre la pilule Oui, c'est pour voir ça. la vérité. Ouais. Comme dans le film Mhm. Matrix. Mais genre, moi, mon chum, il tripe sur la matrice, mais je pense que je veux plus jamais qu'il écoute ça. Je pense que tu peux. Ça dépend c'est quoi ton état de santé mentale à ce moment-là. Est-ce que tu as déjà vu sur un forum à quelque part qu'il y a un des incels qui s'est dit que pour ajouter, mettons, dans le groupe des choses qui doivent avoir le look, le revenu, etc., mettons la personnalité ou comme être émotionnellement intelligent, ou tu sais, y a-tu quelqu'un qui le suggère à un moment donné d'améliorer d'autres compétences que des choses vraiment très superficielles? Oui, quand même. Ok. Il y en a Ouais, qui vont ok. justement essayer de miser sur l'humour. Ok. Donc il y a quelques pistes. Puis récemment, j'ai étudié un forum de la manosphère française qui est encore un petit peu niche, mais eux avaient une approche très différente. Justement, au lieu de vendre des formations ou des stratégies, eux avaient tout un kit en fait de petits tips, formations gratuites notamment pour s'instruire, pour en fait des choses qui paraissaient même de bons conseils en l'apparence si on faisait abstraction des centaines d'articles profondément antiféministes qu'il y avait aussi sur le forum. Mais donc non, il y a aussi d'autres personnes qui réfléchissent un petit peu plus. Et c'est ça l'enjeu, c'est que des fois on se dit ah mais t'étais là, si t'avais fait un petit morceau de chemin en plus, tu serais au bon endroit, mais t'as juste pris la direction opposée. C'est ça. Mais là, après ça, là, si je suis un homme incel dans ce forum-là Ouais. et que je rencontre Marie-Lou et qu'elle accepte d'avoir des relations sexuelles avec moi, est-ce que là, je fais partie encore d'incel ou non? Ça dépend. Et là, ça va vraiment... C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi plus un mouvement qu'une communauté, même si parfois j'utilise le mot communauté, vu que j'avais étudié une communauté sur un forum en particulier. Mais en fait, c'est tellement hétérogène. C'est que certains vont partir du principe que oui, d'autres que non. Les critères changent. Après, ils ont aussi un site internet, un wiki, où eux-mêmes, ils vont essayer de proposer leur propre définition de la mouvance, entre autres, et d'autres éléments, et certains critères. Mais c'est tellement aléatoire. Ça représente quelle proportion Quelle de la proportion? population? De comme, tu sais, est-ce que c'est vraiment, je sais pas, là, au Québec, il y en a-tu 100 sur un forum ou est-ce qu'il y en a des milliers, des millions? Est-ce que c'est partout dans le monde? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y en a plus que d'autres? Alors, il y en a partout dans le monde, ça c'est sûr. C'est très difficile à estimer parce que beaucoup utilisent des VPN ou d'autres systèmes pour pas forcément être détectés. Puis j'ai pas forcément les machines non plus pour estimer. Mais par contre, oui, non, l'idéologie en tant que telle est très répandue. On en a beaucoup au Canada, énormément aux États-Unis, beaucoup en Angleterre, beaucoup dans les pays scandinaves aussi. Ils ont un vrai problème là-bas en ce moment. Puis il y a beaucoup de recherches du coup sur la manosphère. La Suède notamment est un pays où il y a beaucoup de forums antiféministes. Ça m'étonne. C'est étonnant. Là, on est Mhm. tout le temps en mode C'est- preach sur les pays scandinaves, mais Ouais. puis comme on disait tantôt, ça doit être difficile de les quantifier
d'objectiver ça, étant donné qu'il y en a plein qui ne sont pas nécessairement dans ces forums-là, qui se définissent pas nécessairement comme incel, mais qui le sont par leurs agissements et leurs propos, tu sais. Oui, qui ont peut-être pas capté ça encore. Là. Au Québec, ça ressemble à quoi? Au Québec, il y en a quand même. Ça ressemble à quoi? Ce serait vraiment difficile à quantifier. Mais je dirais qu'il y a quand même... Il y en aurait peut-être moins que dans les espaces anglophones. Et ce qui me permet de dire ça, c'est que c'est très situé et très biaisé, donc pas du tout scientifique. Mais quand je prends la parole dans les médias en français, j'ai beaucoup moins de retours négatifs dans mes courriels que lorsque les rares fois en fait, où j'ai pris la parole dans les médias en anglais. Donc c'est vraiment... Ça donne juste une petite idée. Tu reçois-tu beaucoup de haine, justement, de courriels, de messages haineux face à tes travaux, tes apparitions médiatiques? Ça m'arrive, mais je dirais que moins que ce que je pensais. Il y a certains moments où ça m'arrivait un peu plus, quand même, mais ça dépend aussi des médias dans lesquels je parle, donc c'est sûr que maintenant je fais attention à ça. Et très souvent, quand c'est des plus grandes audiences, c'est plutôt des personnes plus avancées. Je pense à Mélissa Blais notamment que j'ai mentionné. Et ça, c'est ou Léa Clermont-Dion évidemment. Donc c'est plutôt elles du coup qui vont faire face à une quantité de haine inimaginable. Je viens de me rappeler d'une question par rapport à un sujet dont on discutait tantôt qui était parfois des actes antiféministes, des tueries, des fusillades, qu'on ne va pas nécessairement cibler la misogynie au sein de cet acte-là. Tu trouves-tu que, justement, l'événement la semaine passée, la fusillade de la semaine passée, on met assez en lumière cet aspect-là? Étonnamment, je trouve quand même que oui. Après, encore une fois, je suis dans ma petite bulle, donc c'est sûr que les articles que je vais voir le mentionnent quand même bien. Mais oui, en fait, je suis agréablement surprise du traitement médiatique. Je pense qu'en amont, même la décision de ne pas diffuser le manifeste de la plupart des médias au Québec, j'ai trouvé ça très juste. Donc oui, agréablement surprise. J'ai pas cherché, creusé nécessairement pour trouver ça, mais à date, puis je ne tiens pas à le savoir si jamais une de vous trois le savez, mais j'ai pas vu son prénom non plus apparaître, contrairement à Polytechnique, que c'est comme son nom qu'on se souvient et non le nom de toutes les victimes. Là, en ce moment, je vois beaucoup de photos des victimes, justement, beaucoup de reconnaissance envers eux, et j'ai pas vu nécessairement le tireur. Ouais. Alors le nom circule quand même, Je l'ai pas vu, de plus en plus. Mais oui, c'est ça. J'ai quand même aussi l'impression qu'il est un petit peu plus laissé de côté, et c'est une très bonne chose. Les gens vont juste avoir entendu dans leur micro. Qu'est-ce que nous, on peut faire cette fois-ci? Parce que là, on va quand même être d'actualité. C'est rare qu'on l'ait. Mais pour les prochaines fois aussi, tu sais, dans notre chambre d'écho, tout le monde commence à prendre parole, partager. On reposte en story, puis comme on essaye que ça fasse un bout de chemin. C'est pas tout le monde qui le fait, c'est vraiment dans notre petite communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut continuer à faire ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret qu'on peut faire? Bien, c'est une bonne question, et en toute transparence, je me la pose aussi. C'est bon, maintenant, on a l'attention de certaines personnes dans les gouvernements, notamment. On aurait l'opportunité de mettre des choses en place. Comment est-ce qu'on s'organise pour le faire? Déjà, moi, je pense que c'est ça. C'est un petit peu le mot que je sors tout le temps, mais j'aime tellement la collaboration. C'est qu'on est très solitaire aussi, ne serait-ce que dans le milieu de la recherche. On mène nos recherches seuls, des thèses, malheureusement, c'est très individuel. Mais c'est là, justement, il faut qu'on écrive ensemble, qu'on crée des choses ensemble, qu'on s'allie avec les médias, avec les politiques, avec des personnalités publiques pour mettre des choses en place, s'organiser. Donc je pense que la première étape, c'est de parler ensemble, de voir ce qui est possible de faire. Comme je dis tout souvent, j'ai une petite vision des choses, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas faire. Par exemple, me rendre sur des espaces du dark web en toute sécurité, parce que ultimement, à la fin de la journée, je suis une petite étudiante dans mon petit appart avec mon ordi sur les genoux, donc j'ai quand même des capacités limitées. Donc c'est ça, c'est vraiment la collaboration à ce moment-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Puis, justement, tu sais, étant donné que ça a été à Montréal, justement, c'est où qu'on habite, il y a eu j'appelle toujours ça des alertes Amber, mais c'est pas Amber, là, mais sur notre téléphone, tu sais. Moi, j'ai pas eu d'alerte. J'étais à Longueuil, fait que c'était pas... c'est ça. Tout le monde qui était à Montréal. À Montréal, oui. Bref, tu sais, ça a été vraiment mis en lumière. Mais là, t'en as parlé par rapport à la Californie, par rapport à Toronto, tu sais. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'événements comme ça qui se passent en Amérique du Nord puis qu'on n'en entend juste pas nécessairement parler, en lien avec des mouvements antiféministes? Des événements comme ça qui se passent en Amérique du Nord en général.
Oui, c'est là où je pense que l'une des villes où il y a eu le plus de tueries antiféministes dans l'absolu, une de tueries incel, c'est Toronto par exemple. Comment ça, hein? Donc, c'est assez particulier. Je dirais, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? L'influence des États-Unis aussi, où il y a beaucoup moins de modération, où les niveaux de violence sur les forums sont accrus. Après, c'est comme tout, il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça aussi. Encore un accès encore plus restreint au service pour la santé mentale, moins de systèmes d'éducation aussi en place. Donc, il y a un milliard de choses qui pourraient contribuer à expliquer ça. Pourquoi il y en a plus en Amérique du Nord? Il y en a aussi beaucoup en Angleterre, notamment. Euh, donc les liens, ouais, c'est encore compliqué à estimer. Pourquoi ces pays-là, précisément? Ouais. On pose toujours une question réflexive à la fin, mais on l'a déjà posée, mais j'en suggère une nouvelle. Okay? C'est la question L qui est un peu plus recap de l'épisode d'aujourd'hui. Te parler, entre autres, encore une fois, je ne sais pas si c'est vidéo real ou écrit, là, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de solution universelle, mais que condamner immédiatement, puis là, condamner, tu pourras nous définir qu'est-ce que tu voulais dire par ça, là, les jeunes garçons qui consomment du contenu masculiniste pourraient être contre-productifs. Que recommandes-tu aux parents qui nous écoutent? Puis je me coupe moi-même dans ma question parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que tout ce qu'on parle depuis tantôt vient vraiment prendre plein de bribes de plusieurs épisodes qu'on a fait. Je t'invite là, à écouter l'épisode qu'on a fait avec Sarah Hamel, qui est psychoéducatrice, puis on parle de comment les jeunes garçons, un peu la régulation émotionnelle, puis comment ça peut mener à des séquelles de santé mentale plus tard. Puis je me demande aux parents qui nous écoutent, qui sont peut-être inquiets en ce moment d'avoir des jeunes garçons, tu sais. Je reviens à ma question qui est sans fin, là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien garder les canaux de conversation ouverts. Toujours avoir un espace pour en discuter. C'est sûr que quand on entend, j'imagine, je n'ai pas d'enfant, mais quand j'imagine que d'entendre son enfant avoir des propos misogynes, ça doit être absolument atroce. On pourrait avoir envie de se braquer, d'entrer dans la punition directement ou dans le conflit, alors qu'en réalité, il faut essayer de comprendre, de s'asseoir avec, de discuter. Puis ça me fait penser à la tendance, peut-être que vous en avez entendu parler, des fruits masculinistes sur TikTok. Des quoi? Des fruits? Fruits. Alors, c'était des séries générées par IA avec des fruits humanoïdes. Comment t'écris Des fruits. Des fruits. Des fruits, là. Un fruit, là. Des fruits humanoïdes. Je suis comme, OK, attends, là, je suis comme, un autre mot de mon lexique. Parce que tantôt, c'était tout en anglais. Ouais, OK, je suis prête. Excuse-moi, j'étais stickée sur le mot des fruit. fruits. J'étais genre, attends, on parle bel et bien de fruits. De ici. fruits, ouais, OK, ce sont recommence, vas-y. Des fruits humanoïdes. Des fruits humanoïdes, donc... ah non, mais ils sont... Oui. On s'ennuie pas dans la recherche sur les masculinistes. OK, mais c'est quoi les fruits humanoïdes? Alors, c'est juste vraiment des micro-séries, des mini-séries qui sont diffusées sur TikTok avec des petits scénarios. Et c'est vraiment des personnages fruits, en fait. Et ils reproduisent des schémas extrêmement sexistes où les femmes sont très souvent victimisées ou alors humiliées. Et ces séries-là étaient diffusées un petit peu voilà, pour générer du clic, générer de l'attention. Ça fait un petit boom. Et beaucoup ne prenaient pas ça au sérieux, les personnes qui consommaient ces contenus. Mais moi, je pensais aux plus jeunes, notamment 10-11 ans, qui voyaient ce genre de choses, voire encore plus jeunes, parce qu'on sait qu'il y en a encore des plus jeunes sur TikTok, qui vont peut-être pas comprendre aussi qu'il ne faut pas consommer ce genre de contenu ou que c'est juste généré par IA, que c'est vraiment pas qualitatif, et intégrer tout doucement les mythes véhiculés, les idées, les images véhiculées au sein de ces contenus-là. Et donc ce que je disais, lorsque cette tendance était en plein boom il y a quelques semaines, c'était justement de s'asseoir avec les jeunes qui consommaient ce contenu-là, puis essayer de comprendre, ok, donc est-ce que tu comprends pourquoi c'est un peu problématique quand tu vois le personnage féminin qui est comme ça physiquement mis à terre, physiquement humilié, est-ce que ça te fait rire? Qu'est-ce que ça génère en toi comme sentiment, comme émotion? Juste essayer d'avoir un dialogue pour comprendre un petit peu aussi pourquoi ça fonctionne chez les jeunes comme ça. Et essayer, c'est ça, d'avoir un espace, même si c'est pas chose facile, hein, j'ose imaginer, mais c'est nécessaire. Malgré toute la tristesse, les propos dont on a parlé aujourd'hui qui sont tout de même très inquiétants, est-ce que tu gardes une lueur d'espoir à travers tout ça? Oui, absolument. Notamment suite à la sororité que je peux voir qui prend place durant ces moments-là, en fait. Parce que dès qu'on a eu l'annonce de la tuerie, j'ai pu être en contact avec mes collègues, avec d'autres chercheuses, mais pas seulement pour collaborer, pour qu'on s'organise, mais aussi juste de bienveillance. Et c'est là aussi où ça me donne de l'espoir, parce que je me dis que justement, on est dans ce genre de situations qui sont très obscures, très compliquées, mais vu qu'on est dans un moment où on sait qu'il faut
unir nos forces. Je pense qu'avec cette même énergie-là, on peut essayer justement de convaincre un maximum de personnes de se joindre à la cause féministe, entre autres, et essayer de faire en sorte qu'on avance ensemble dans la même direction. Oui, j'aime ça. On va l'avoir, mais c'est super pertinent. On en parle, c'est difficile, mais... J'essaie de finir les épisodes avec une petite lueur d'espoir tout non, le c'est temps, une là. bonne idée, c'est une Autant bonne pour les idée. auditeurs, auditrices, mais pour moi. Oui, vraiment. C'est bien. On demande à tous nos invités de nous référer une femme inspirante à venir prendre place à notre micro. Donc, qui tu penses qu'on devrait inviter la prochaine fois? Une femme que tu connais pas, mais que tu penses qu'elle aurait quelque chose à partager à notre communauté. Ouh, c'est très intéressant. J'ai tellement de personnes que je pourrais vous référer. Ça, c'est bon. Tu peux te donner une réponse, puis après ça, nous envoyer une petite liste. Ah oui, précise. On prend toujours les références. 100%, mais j'ai un réseau de collègues en études Incroyable. féministes absolument immense qui travaillent tous sur des sujets plus incroyables les unes que les autres. Mais j'ai... qui est-ce que je pourrais vous recommander en ce moment précis? Oui, j'ai une collègue qui s'appelle Sophie-Anne Morancy qui a écrit un livre, qui a dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle Les féministes n'ont pas d'humour et qui travaille justement sur l'antiféminisme dissimulé dans l'humour au Québec et qui avance vraiment beaucoup d'arguments pour montrer que déjà les féministes ont de l'humour et que aussi il y a beaucoup d'antiféminisme dans les shows d'humour actuellement au Québec, que ce soit à la télévision ou sur scène. Donc, Super intéressant, vraiment. Où est-ce qu'on peut te suivre pour les gens qui nous écoutent, qui sont comme « Je suis en amour avec Océane, je veux suivre ses prochaines aventures, ses prochaines apparitions. » C'est le moment de te plugger, là. Ouf, ok, c'est nouveau pour moi le plugging. Bienvenue dans le monde des médias. Ouais. Ben alors, c'est très drôle parce qu'en général, je donne mon LinkedIn, mais là, ce sera peut-être plus Tu peux Instagram. le donner aussi, donne les deux. Ah ben c'est Océane Corbin partout, hein, Instagram, LinkedIn ou autre. Ben, c'est pas mal les plateformes que j'utilise le plus. J'ai un site internet aussi où je fais l'inventaire de mes articles, entre autres c'est oceanecorbin.com. Toujours très simple et efficace. Je t'ai ajouté sur LinkedIn tantôt. Ouh, je vais voir ça, je vais t'accepter. Merci beaucoup pour Merci. ta participation. Merci pour tout le travail que tu as fait dans la dernière semaine et dans les dernières années, en fait, là, parce que c'est pas juste c'est un travail cumulatif en ce moment. Ouais. Et ce que tu feras pour le futur aussi. Merci, Donc, merci très beaucoup à vous pour apprécié. l'invitation. On vous suggère fortement d'envoyer cet épisode-là à quelqu'un qui est prête à le recevoir. Je pense que c'est important de démystifier ce qui est arrivé pour mieux comprendre et peut-être agir de façon collective dans le futur. Très bien dit. Et on se revoit sinon mercredi prochain, même heure, même poste. Salut tout le monde. Bye.